Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode, les passagers du sous-marin Titan savaient qu'ils allaient mourir. Donald Trump pourrait-il être à nouveau inculpé? Le service de police de Montréal est ingénieux pour attirer des candidats. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Et je retrouve Jean-François. Bonjour. Allô, Cybèle. Alors, le service de police de la Ville de Montréal a souvent parlé de sa difficulté à attirer de nouveaux policiers. Ben, c'est pour cette raison qu'il arrive avec une initiative, celle de rembourser les frais de formation des finissants de l'École nationale de police du Québec qui devront s'engager. Ben, en fait, ceux qui s'engageront à servir le SPVM pour 5 ans pourront avoir leurs frais scolaires remboursés. Donc, une formation quand même qui s'élève à 10 500 $. Et en faisant ça, ben, le SPVM confirme que sa priorité, c'est le recrutement, mais aussi la rétention de son personnel policier. D'ailleurs, rappelons qu'en mars, le corps policier avait annoncé une campagne de recrutement intensive, notamment vers le personnel qui est issu de la diversité ou bien diplômé dans un domaine social. Alors, on a souvent entendu M. Daguerre parler de l'importance d'avoir des bons policiers et des policiers qui connaissent également le secteur à Montréal. Alors, on espère que cela pourra l'aider avec cette initiative de remboursement. Je trouve que c'est une brillante idée, surtout pour 5 ans, parce que les gens vont se faire des collègues de travail, vont s'attacher à un milieu, vont peut-être avoir de l'avancement. Puis que là, tu t'installes avec ta petite famille, puis à un moment donné, tu n'as plus l'idée de quitter. Donc, je trouve que c'est une belle idée pour attirer des gens ici. Puis en plus de ça, ça peut vous mener loin. On a su son salaire cette semaine à M. Daguerre. Donc, qui sait, peut-être que vous allez pouvoir gravir les échelons et un jour faire 300 000 $ aussi. Alors, toujours au Canada, la nouvelle mairesse de Toronto, Olivia Chow, a été assermentée ce matin. Elle affirme que le logement et les finances publiques comptent parmi ses priorités, un peu comme on entend ici aussi dans la métropole du Québec. Olivia Chow, qui est une ex-députée du NPD, du Nouveau Parti démocratique, qui est ancienne conseillère municipale. Donc, elle a officiellement pris les rênes de la ville de Toronto après son assermentation à la mairie ce matin, mercredi 12 juillet. Donc, Mme Chow, qui est une avide cycliste, est arrivée à l'hôtel de ville en bicyclette et elle est ensuite entrée dans la salle du conseil municipal au son d'un tambour autochtone. Madame Chow, qui est originaire de Hong Kong, elle est la première femme d'une communauté culturelle à diriger la ville-reine. Et dans son discours, elle a mentionné tous les défis qui l'attendent, y compris le manque de logements abordables. Ce sont des nouvelles qui nous arrivent à tous les jours, à quel point les loyers sont démesurément chers. La violence aussi, qui est une préoccupation dans cette grande ville, et le trou budgétaire de la ville également. Alors, ces jours de renouveau qu'elle disait, les gens veulent du changement. Elle aussi veut du changement. Elle a 66 ans tout de même, Mme Chow, et elle a réitéré ses promesses électorales de créer une ville plus abordable et plus soucieuse des besoins de ses résidents. Alors, je vous ai parlé d'un défi budgétaire. Le manque à gagner anticipé, c'est d'entre 1,5 et 1,7 milliards de dollars pour le budget. Toronto, il faut rappeler il est toujours en train de puiser des centaines de millions dans ses réserves pour équilibrer le budget. Alors, un grand défi qui attend Mme Chow au cours de son mandat. Donc, en fait, voilà, elle explique qu'elle a besoin de nouveaux partenariats pour les villes, de logements abordables, je le répète, qui est probablement le plus grand défi qui l'attend. Et que ce sera bien sa priorité. Et elle a interpellé directement le premier ministre Justin Trudeau et Doug Ford, son premier ministre de province, pour leur demander d'en faire plus sur la question du logement. Et elle espère rencontrer les deux hommes prochainement. Alors, des voix comme ça qu'on reconnaît comme Jacques celle... Doucet, qu'on vient d'entendre. Eh bien, tu sais, des voix comme ça qu'on n'oublie pas, qu'on associe à certains sports. Puis, en fait, on se demande si ces emplois de descripteurs ou de commentateurs sont menacés. Jean-François, pourquoi? Bien, parce que pour la première fois de son histoire,
Wimbledon utilise l'intelligence artificielle pour décrire des matchs. C'est IBM, en fait, qui est un des commanditaires de longue date du tournoi, qui a annoncé en juin avoir développé des commentaires générés par l'intelligence artificielle. Donc, l'entreprise a nourri la machine avec des milliers de vidéos de tennis pour que le robot comprenne le vocabulaire et les subtilités du sport aussi. Mais ce qu'on questionne, c'est est-ce que ce sera le meilleur moyen de commenter le sport afin qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et qu'on puisse peut-être juger à partir du même extrait. Je vous fais entendre ce que ça donne un commentateur robot. Jabba, ranked 6th in the world, looks to take home her second career win over Andreescu, ranked 50. Jabba is forced into a backhand error. C'est un peu blême. Je Ouais. sais pas ce que t'en penses, Jean-François. C'est fade, mais c'est la première version. Tu sais, Aussi. ça va s'améliorer. Puis autant ça me fait peur parce que c'est nos jobs qui sont en jeu. Autant je trouve ça spectaculaire ce qu'ils ont réussi à faire. Tu as vu le délai entre la fin du point et le commentaire de l'ordinateur. Là. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui a rentré dans la tête, là, dans la machine. Là. Il a pensé lui-même, là, il vient de faire le point puis donner le score. C'est quand même impressionnant, mais en même temps, ça fait peur. Tu sais, ça, c'est plate pour un match de sport, on s'entend, puis je pense pas qu'on est à la veille de voir ça pour de véritables matchs de sport. Quoiqu'une course, tu sais, une course de chevaux, là, ça demande juste de dire lequel qui est en avance, puis tout ça. Il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de description, il n'y a pas... Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller. Mais ce qu'on est en train de faire là, tu sais, toi, tu as tout écrit ton script de nouvelles. Un jour, l'intelligence artificielle pourrait le lire. Oui, ça c'est certain. Mais ça fait peur. Ça, c'est dangereux pour tous les gens qui veulent s'en aller en communication. Puis tantôt, on a parlé avec Roger Brulotte qui disait, tu sais, les professeurs, un jour, on va pouvoir rentrer le cours. Puis il va y avoir un robot en avant qui va être capable de le donner, tu sais, mais il est où l'aspect humain là, dans tout ça? Mais surtout, moi, à quoi ça me fait penser aussi, c'est on parle souvent du deepfake, où on est capable d'aller, justement, comme eux, ils ont fait, d'aller rentrer des données pour que l'intelligence artificielle puisse les utiliser. Mais on est capable de faire ça aussi avec des voix préenregistrées. Donc, peut-être qu'un jour, IBM va utiliser la voix d'un commentateur connu à laquelle on va donner des intonations, mais on va entendre ce qu'on vient d'entendre, mais avec une voix connue, peut-être même des intonations. Donc, oui, c'est une première version, mais il ne faut pas oublier que le côté deepfake existe déjà aussi. Donc, moi, je me demande le moment où les deux vont arriver conjointement pour créer justement des commentaires qui sont générés artificiellement, ce serait possible et ça va pouvoir se rapprocher de l'humain aussi. Alors, là, je comprends la petite... je sais dans pas, 5, dans 10, peut-être. dans 15 ans, bien de voir où est-ce qu'on va être rendu. Absolument. Le Monde. Alors, la légendaire chanteuse américaine Aretha Franklin, qui est décédée le 16 août 2018 dans sa ville natale de Détroit, Aretha Franklin n'avait pas laissé de testament officiel, plutôt des documents griffonnés à la main qui ont été découverts plus tard à son domicile. Et ce sont des papiers qui ont alimenté pendant des années un conflit entre ces 4 fils. Je ne sais pas un conflit à quel point ils se déchiraient entre eux, mais bref, tout de même un conflit pour comprendre qu'est-ce que leur mère voulait, en fait, leur léguer. Mais récemment, un document manuscrit trouvé sous un coussin du canapé chez Aretha Franklin a finalement été jugé valide par la Cour. C'est le tribunal américain qui hier a finalement rendu valide le testament après un litige de On a été plusieurs capable années. de prouver que c'était fait de sa main à elle, Oui, c'est ça? exactement. Même si les Elle a mis documents... ça en dessous d'un coussin, elle. On sait pas trop. Elle l'a-tu mis là? As-tu glissé là? L'histoire le dit pas, mais c'était des documents un peu difficiles à lire. Je sais pas si tu as écouté la série Succession. Non, Mais dont plusieurs en ont parlé et il arrive une scène à un moment justement où dans l'émission on retrouve un bout de papier qui fait office de testament, mais on n'est pas sûr, et il y a une espèce d'imbroglio à savoir si le nom est rayé ou bien souligné. Donc bref, ça me fait penser à ça. Ceux qui connaissent l'émission vont savoir de quoi je parle, mais bref, c'est justement, est-ce qu'on peut se fier à ces papiers-là qu'on trouve un peu comme ça, parce qu'en fait il y en avait 2 papiers, c'est ça qui a un peu fait
qui a un peu fait jaser dans la famille, à savoir S'il sur disait lequel la on même se chose, fie. c'est pas pire, mais Ben, c'est ça. s'il Il y en disait a pas deux. la même chose. Ben, il y en a un qui a été daté de 2010, qui avait été découvert dans une armoire fermée à clé. Donc, on se dit, bon, OK, placé là et tout ça. Et l'autre, daté de 2014, dont je te parle, qui avait été retrouvé sous le coussin. Ben là, il y a une gang d'enfants qui disent, non, c'est celui le plus récent qui est le mieux. Les autres, ils disent, non, c'est l'autre qui était le plus... celui dont on devrait juger, dont on devrait utiliser. Mais les deux testaments indiquent quand même une répartition égale sur les droits d'auteur. Il y avait un peu des différences dans qu'est-ce qu'on donne à qui, les maisons, les voitures, tout ce qui est qu'est-ce qui appartenait, les manteaux de fourrure, ce genre de choses-là. Et finalement, eh bien, c'est le document de 2014 qui a été retenu. Tu disais, est-ce qu'on peut savoir si c'est elle? Eh bien, c'était signé A. Franklin avec un petit dessin en forme de visage, en forme de bonhomme sourire dans la première initiale. Et donc, ça, c'était comme une signature typique. Son trademark, comme on dit. Son trademark, voilà. Donc, c'est ce qui a pu faire confirmer par les enfants que c'était bel et bien la signature de sa mère qu'ils avaient vue. Ça le dit pas, c'est sur l'autre document, il y avait également la même signature. Mais bref, le jury s'est arrêté. Et en fait, ça met fin là, justement à une petite querelle qui avait lieu depuis des années pour la reine de la soul, qui, on le rappelle, est morte à 76 ans des suites d'un cancer du pancréas, après une carrière là, de 60 ans aux États-Unis, une des artistes les plus respectées aussi aux États-Unis, Jean-François. Mais c'est quand même fou de penser qu'une artiste comme ça, entourée de gérants puis de plein d'hommes d'affaires, là, il y a des gens qui produisaient ses albums, ses spectacles, tout ça, il n'y a jamais personne qui a fait « Hey! » Ça serait le temps que tu fasses un testament. Elle a probablement beaucoup de sous, comme tu le dis, des maisons, des voitures, les droits d'auteur. Il faudrait penser à assurer l'avenir de tes enfants, à la succession, être sûr que ça se rende bien à tes héritiers. Il n'y a jamais personne qui a parlé de ça. Ça, c'est capoté. J'avoue que tu soulèves un très bon point, Jean-François. Surtout 76 ans, je veux dire, c'est pas comme si elle était morte subitement, début à 42, cinquantaine. Ouais, c'est autre chose. Jeune de même, début quarantaine, début cinquantaine. Là, à un moment donné, tu sais que ça va arriver, mais il me semble que tu prépares tes affaires. En effet, bon point, on mais là, verra et puis si là, ça se creuse. pour me confirmer pourquoi. Le litige est réglé, Voilà. Jean-François. Alors, toujours aux États-Unis, une ex-adepte de la secte de Charles Manson a été libérée après 53 ans en prison. C'est Leslie Van Houten, qui était une adepte de la famille Manson, qui avait été condamnée, en fait, pour avoir participé à un double meurtre. Elle a finalement bénéficier d'une libération conditionnelle. Faut dire que Mme Van Houten avait 19 ans quand elle a été arrêtée en 1969. Donc, elle a été libérée après 53 ans de prison. Elle a 73 ans aujourd'hui. Je veux juste répéter au cas, je suis pas sûre, j'ai dit bon chiffre, là, mais elle a purgé 53 ans en prison. Elle a passé énormément de temps là-bas et le monde a complètement changé. Alors, c'est une réadaptation, une réinsertion sociale qui va prendre énormément de travail. Mais ce qui a été dit dans son procès, notamment, c'est qu'elle semblait ouverte à ça et qu'elle avait fait beaucoup d'efforts en prison pour arriver à s'en sortir et à se réadapter à la vie qui a évolué énormément en 5 décennies. On n'était même pas sur la planète, là. Non, toi et moi, à ce moment-là. Là. Fait que je veux dire, la vie a changé, les façons de communiquer ont changé, l'être humain a changé, la technologie. Même si elle retourne dans son village ou sa ville, il n'y aura plus rien de pareil. Pensez à comment on paye aujourd'hui, puis etc., etc. Si vous voulez en apprendre davantage, Alexandre Moranville a fait son billet aujourd'hui là-dessus, donc disponible en balado. Donc, il nous rappelle toute l'histoire, tout ce qui s'est passé. C'est très intéressant. Et surtout, il se penche sur comment, après 53 ans, tu réussis à réapprendre à vivre. Aussi, il faut dire, moi, ce qui m'a étonnée, c'est que Mme Van Houten a échappé à une peine de mort à ce moment-là. Au départ, lorsqu'elle avait été arrêtée en 69, elle avait été condamnée à une peine de mort, mais finalement, son verdict avait été revu après 2 procès et c'est là qu'elle est allée en prison. Alors, voilà, comme tu le suggérais, ça va être intéressant d'en savoir plus puis de se remettre un peu dans cette secte qui a quand même fait énormément parler et qui, malgré le caractère macabre, reste quand même une histoire intéressante à creuser pour les fans de true crime en général. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Un sujet, Jean-François, qu'on avait suivi ensemble jour à jour à la fin du mois de juin, quand le sous-marin Titan avait disparu après avoir amorcé son expédition vers l'épave du Titanic. Selon un expert en sous-marin, contrairement à ce qu'on nous avait laissé penser, les passagers du submersible Titan
auraient été conscients de la catastrophe imminente qui se présentait à eux, et ce, 1 minute avant l'implosion. Donc, malheureusement, ils ont eu le temps de réaliser la mort qui arrivait devant eux. Donc, l'expert en question qui est cité, José Luis Martin, lui a suggéré, en fait, son scénario comme quoi le submersible aurait perdu sa stabilité à la suite d'une panne électrique et qu'en fait, rendu là, le submersible était privé de sa propulsion et a entamé une chute libre vers le fond carrément. Donc, il ne pouvait plus, comme quand on fait de la plongée, il ne pouvait plus descendre par étapes. Par palier, 3000 pieds en environ 1 minute qui a descendu. Donc, la pression énorme sur le submersible aurait justement causé l'implosion, ou du moins agi pour ça, c'est certain. Une chute qui a duré 48 à 71 secondes, donc extrêmement rapide dans l'obscurité totale aussi. C'est l'article, c'est fou de lire ça, puis on s'imagine tous à l'intérieur du sous-marin quand on le lit, puis ce qui explique, c'est qu'une fois qu'ils ont perdu les moteurs, la propulsion, probablement que le hublot, vu que le devant était plus pesant, a penché vers l'avant. Donc, tout le monde assis sur leur siège s'est ramassé les uns sur les autres dans le devant, parce que c'était pas bien gros, cette affaire-là. Si vous avez vu un peu l'habitacle, il n'y avait pas chacun leur chambre, c'est pas un bateau de croisière. Hein? Ils étaient tous assis sur des chaises, donc tout le monde se retrouve en avant. Et là, tout ce que tu vois, c'est le hublot. Comme il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de lumière non plus, alors que tu vois que du noir, et là, tu sens que tu descends. Et j'imagine que dans les yeux de les spécialistes, le pilote, le français Paul-Henri Nargeolet, eux autres devaient très bien comprendre ce qui est en train de se passer. Là. Eux autres comprenaient le scénario. Les touristes devaient moins le comprendre, mais ils savaient que la fin arrivait. Là. Puis ils ont descendu comme... Ce qui explique M. Martin, c'est qu'ils ont descendu comme une roche. Là. Vraiment. Puis, tu sais, M. Nargeolet l'avait dit à plusieurs reprises, était conscient des dangers. Hein. Il s'en allait pour sa 38e, je crois, plongée, 28e, je pense que c'est 38. Et il disait que lorsqu'on parle d'un bris technique dans ces engins-là, t'as même pas le temps de constater le problème, que c'est trop tard, que c'est fini. Et bien là, tu sais, comme on peut le savoir, ils ont eu le temps de s'en rendre compte pour une brève minute à peine. Et finalement, mais lui, ce qu'il voulait dire, c'est par le moment où ça fend, j'imagine. Là, c'est en une fraction de seconde, t'es mort. Mais là, ils ont... Entre le moment où il y a eu une panne et que ça a implosé, ils ont eu à peu près 1 minute. Donc, 1 minute pour penser à ta vie, tes proches. Qu'est-ce que j'ai fait là? Probablement du regret. Ça soulève beaucoup de questions. C'est voilà, terrible comme histoire. Mais bref, on en sait un petit peu plus maintenant sur cette tragédie. Alors, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a écarté la possibilité de se retirer de la primaire présidentielle républicaine. Donc, il veut rester dans la course et ne veut pas devenir le colistier de l'ancien président Trump. C'est ce qu'il a affirmé aujourd'hui. En fait, M. DeSantis ne veut pas être numéro 2. Donc, c'est dans une entrevue accordée à Wisconsin Right Now que DeSantis a parlé de ça aujourd'hui, si vous voulez retrouver l'entrevue. Alors, c'est ça, il ne sera pas colistier, mais ce, même si présentement, il peine à faire son avancée contre Trump dans les sondages, qui lui reste dominant malgré tout pour cette primaire présidentielle. M. DeSantis affirme qu'il est un leader et qu'il ne veut donc pas être le second de M. Trump. Et il disait également qu'en tant que gouverneur de la Floride, il a pu accomplir beaucoup de choses et il pense qu'il pourrait probablement faire plus en restant là-bas plutôt que de devenir, par exemple, un vice-président où il n'y a peut-être pas vraiment d'autorité. Donc, DeSantis centre sa campagne sur son expérience comme gouverneur, surtout, mais aussi contre les attaques. En fait, il centre sa campagne sur les attaques que Trump a reçues, sur les attaques que lui-même lui envoie. Et d'ailleurs, M. DeSantis a critiqué Trump à de nombreuses reprises sur Fox News, la semaine dernière aussi. Et justement, aujourd'hui, on apprenait que c'est possible que M. Trump fasse face, que M. Trump pourrait faire face, en fait, à une 3e inculpation. Donc, ça n'arrête plus les chefs d'accusation pour lui. On pourrait l'inculquer cette fois d'avoir tenté de modifier le résultat du vote de la présidentielle de 2020 en cherchant à faire apparaître des électeurs en sa faveur après le scrutin en Géorgie. Donc, son sort a été placé hier matin, donc entre les mains du nouveau grand jury qui était rassemblé en Géorgie. Donc, bref, on pourrait peut-être voir que M. Trump serait à nouveau inculpé. On rappelle qu'il a fait présentement face à 37 chefs d'accusation, dont rétention illégale d'informations, faux témoignages et entrave à la justice.
justice. Ça va quand même pas bien pour M. DeSantis. Tu sais, je veux dire, il y avait tout pour prendre la pôle. Tu sais, Trump était affaibli, on cherchait un candidat. Malheureusement, ça lève pas pour lui. Il a fait quelques déclarations douteuses. Puis le simple fait qu'on commence à lui poser la question, est-ce que vous accepteriez d'être colistier? Ça en dit long quand même sur ce que les journalistes, les experts sont en train de spéculer à son sujet. Puis si jamais c'est Donald Trump, finalement, qui se représente, moi, je peux pas croire un pays si populeux avec des gens brillants. Il y a plein de monde brillant, des hommes d'affaires, des avocats aux États-Unis. Les deux meilleurs candidats de tout le pays, c'est Joe Biden et Donald Trump. Ça me rentre pas dans la tête. Je peux pas croire qu'il n'y a pas deux personnes plus qualifiées que ça. Ouais, et beaucoup ont dit aussi que M. DeSantis, c'était peut-être une question de timing aussi au moment où il se présente là contre Trump. Il y avait tellement en fait de chance, ou du moins de possibilités qu'il puisse peut-être gagner cette course-là, mais le fait qu'il se présente contre Trump, bien, ça fait en sorte que ça répartit les votes entre deux personnes qui sont du même clan plutôt que de les envoyer tous vers une seule et même personne. Pour les gens qui votent républicains, ben, ils auraient préféré avoir une seule personne qui les représente, ou du moins, il y en a beaucoup qui disent ça. C'est pas moi, mais c'est l'analyse qu'on en fait. Mais là, finalement, que les votes se divisent entre ces deux-là, eh bien, ça donnerait plus de puissance à Trump parce que lui, il y a énormément de gens derrière lui, de gens qui veulent le voir. Fait que le fait qu'on se répartisse en arrière entre d'autres personnes, ça en enlève un poids chez les républicains. Et donc, c'est matière à discussion et à chiolage du côté des républicains. On va savoir ça bientôt parce que les premiers débats, les premières préliminaires arrivent à grands pas. Ça va être intéressant. Ouais. Cybèle Olivier, c'était Tout savoir en 24 minutes. Mission accomplie.